d'abord, il y a eu un changement au Royaume-Uni, Oui, tout à fait. Ouais. mais ce changement, il a l'air d'être difficile à traduire dans les faits, puisque le peuple britannique a voté pour la sortie de l'Union européenne, mais la classe dirigeante là-bas y était opposée et elle a freiné au point que pour le moment, il ne s'est toujours rien passé. Ouais. Ils ont forcé le Parlement, mais le Parlement a quand même Non, non, pour avalisé le moment, la... il ne s'est rien passé. Pour Ouais. le moment, il ne s'est rien Il s'est passé du rien tout. passé. Mhm. Tout le monde discute, c'est très bien, mais ça commencera quand le Premier ministre annoncera qu'il sort de l'Union européenne. Et ça n'a toujours pas eu lieu. Et ça fait des mois que ça dure. Non seulement ça dure, mais Madame May, alors qu'elle avait présenté son programme de sortie de l'Union, elle est allée aux États-Unis et avant de rencontrer le président Trump, Mhm. elle a donné une conférence pour les élus du Parti républicain. Et là, elle a tenu des propos ahurissants, hein, puisqu'elle a dit nous avons une grande histoire commune, etc. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble et nous devrions continuer à en faire, d'autant plus que nous quittons l'Union européenne, donc nous sommes libres et nous avons des grandes capacités internationales grâce au Commonwealth. Donc, nous et le Commonwealth d'un côté, vous de l'autre, nous pourrions ensemble dominer le monde. Donc, elle repart sur l'idée ancienne. Et elle a même dit, nous pourrions, Monsieur Trump et moi, faire le même tandem que le président Reagan et Madame Thatcher. Voilà. Donc, c'est pas vraiment rassurant, quoi, comme évolution. Alors, Donald Trump n'a pas répondu à cet appel qui ne lui a pas été fait directement, mais bon, on voit bien que Madame May a obtenu, elle, des réponses de la part de certains élus républicains. Donc elle a mis le verre dans le fruit dans le Parti républicain, en fait. Ensuite, il y a l'Allemagne. Ouais. Alors, les Allemands sont beaucoup plus pragmatiques, en fait. Madame Merkel a changé son ministre des Affaires étrangères. Donc désormais, c'est Sigmar Gabriel, qui est un pro-russe à 100%. Oui, voilà, oui, Ça peut exister qu'en Allemagne, ce genre de choses. Donc, Madame Merkel a un ministre des Affaires étrangères pro-russe. Voilà. Alors la France, elle, est complètement à la traîne, puisque au Quai d'Orsay actuellement, il y a un chargé de mission sur la Syrie qui pense qu'il sera le prochain haut commissaire de l'Empire français en Syrie. D'accord. Donc je pense qu'une fois de plus, tout le monde va évoluer et que la France sera à la traîne. Cependant, il va bientôt y avoir des élections présidentielles en France. Alors, je sais que je vais choquer beaucoup de nos auditeurs, mais il est très clair que les gens qui luttent contre Donald Trump, ces gens-là, les mêmes, luttent aujourd'hui contre un seul des candidats en France. Voilà. Ouais. Donc je pense qu'il y a une raison à ça. Il y a un candidat qui dérange et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au cours des 10 derniers jours, il en a pris plein la figure. Oui. D'accord. Parce qu'il a des contacts en Russie et en Syrie. Franchement, moi, j'ai pas l'impression que cette opération ait été faite pour profiter à quiconque. Je pense que c'est fait pour éliminer un candidat. Plus le Oui, candidat, quoi. le dernier homme politique qui a été traité comme ça, c'était Roland Dumas. Je vois les ravages de la propagande parce que on a le choix entre la Russie et l'Europe. Ouais. Oui. Bon, alors la Russie est un État européen. Ouais. Donc l'Union européenne a été construite d'abord comme communauté européenne contre l'Union soviétique, et aujourd'hui elle a été élargie contre la Russie. C'est le même principe que l'histoire du traité transpacifique
vis-à-vis de la Chine. C'est le même système. Ouais, d'où en Moi, je plus. suis européen, mais d'une Europe qui comprend aussi bien la France que la Russie. Alors, Et je suis contre l'Union européenne qui est conçue contre la Russie. alors justement, Monsieur Trump a décidé que désormais, le directeur de la CIA et le chef d'état-major interarmes ne participeraient plus systématiquement aux réunions, mais uniquement quand on les y inviterait. Donc ça, c'est une déflagration à Washington. Ça veut dire que il n'y a plus les moyens de continuer la politique impériale, puisque le principe de cette politique, c'est le président fait des risettes aux médias, le directeur de la CIA fait des coups fourrés par-dessous, et on amène après l'armée qui vient écraser tout le monde. Hein. Bon. Mais si on retire deux des acteurs, tout ça, ça ne peut plus fonctionner. Donc il y a eu une révolte terrible à Washington, tout le monde s'en est mêlé, tous les anciens directeurs de la CIA sont montés au créneau, et bien entendu d'anciens conseillers nationaux de sécurité comme Susan Rice. Bon. Et alors, le résultat, c'est que le porte-parole de M. Trump a dit on va faire des amendements à tout ça, mais enfin, il n'y a pas d'amendement pour le moment, c'est comme ça. Voilà. Par ailleurs, donc, il a commencé à travailler avec la Russie, même si sur le devant de la scène, tout le monde s'insulte et tout. La réalité, c'est que, par exemple, ici en Syrie, l'état-major des États-Unis a transmis à l'état-major russe la localisation des bunkers de Daesh à Deir ez-Zor. Et là, au cours des derniers jours, l'armée russe a tiré des bombes pénétrantes pour détruire ces bunkers qui ont été construits par les forces alliées au cours des dernières années. Parce que ici, il y a une guerre de position. Parce que personne ne raconte ce qui se passe à l'extérieur, hein, mais ici, il y a une guerre de position, comme pendant la guerre de 14, et les djihadistes ont construit tout un réseau de bunkers souterrains profondément dans le sol, hein, et ils échappent de cette manière à l'armée syrienne, qui n'a pas, elle, de bombes pénétrantes. C'est pour ça que, tant que les Russes n'étaient pas là, l'armée syrienne ne pouvait que défendre les zones habitées, mais depuis que l'armée russe est là, elle détruit ces bunkers et l'armée syrienne peut reprendre du terrain. Voilà. Bon. Et donc, le fait que les États-Unis aient transmis ces informations, c'est qu'il y a une véritable collaboration maintenant entre les deux armées. Donc on voit qu'il essaye d'avancer malgré les résistances dans sa propre administration, qui sont des résistances terribles. Hein. Voilà. Mais c'est pas tout. Le président Trump avait dit qu'il voulait mettre fin à l'ensemble des traités de libre-échange qui ont été imposés par les États-Unis au reste du monde. Ouais, tout à fait. Alors, il a tout de suite retiré sa participation à la fin de la négociation sur le traité transpacifique. C'était facile, c'était pas encore signé. Bon. Mais c'est un message très important parce que le traité transpacifique, c'est quelque chose qui a été fait pour amener tout un tas d'alliés à commercer avec les États-Unis, mais pas la Chine. C'est un traité contre la Chine. Et quand il abroge ce traité, ça veut dire qu'il veut retrouver des relations commerciales normales avec la Chine. Parce que la base de sa politique, c'est nous ne devons pas être les premiers, nous devons être les meilleurs. C'est très très différent. Si on est les premiers, ce que pensaient Paul Wolfowitz, George Bush et Barack Obama, si on est les premiers, bon ben, il faut tuer tout le monde et puis on sera les premiers. Mais Paul Wolfowitz allait même plus loin puisqu'il disait que les États-Unis peuvent souffrir de grands dommages si cela leur permet de rester les premiers. Donc, on est prêt à perdre un bras si ça nous permet de vous couper deux bras à vous. C'est quand même une manière de penser absolument effroyable. Donc ça, c'est fini. Lui, ce qu'il dit, c'est nous voulons être les meilleurs.
Et être les meilleurs, ça suppose qu'il y a des règles les uns par rapport aux autres, qu'il y a une éthique dans ce combat. C'est pas du tout la même chose. Donc il agit comme un chef d'entreprise, enfin comme un chef d'entreprise normal, pas comme certaines multinationales, mais il agit comme un entrepreneur normal. Oui. Alors, il a également reçu, alors là c'était à New York, il a reçu Jack Ma, la deuxième fortune de Chine, le créateur d'Alibaba. Jack Ma, c'est l'homme qui s'est rendu célèbre en déclarant à Davos que non, nous ne vous avons pas détruit d'emplois, c'est vous qui dépensez trop d'argent en faisant des guerres. Voilà. On ne peut pas se tromper sur sa position. Et Jack Ma et Donald Trump ont discuté de la possibilité de faire rentrer les États-Unis dans la banque d'investissement créée par la Chine. Vous savez qu'il y a une volonté de la Chine de sortir du système financier international de la Banque mondiale et que la Chine a créé une banque d'investissement pour les infrastructures qui doit lui permettre de construire les 2 routes de la soie, c'est-à-dire l'objectif de la présidence de Xi Jinping, les 2 routes de la soie, et l'administration précédente, enfin c'est depuis longtemps, hein, les États-Unis pensaient que pour dominer le monde, ils devaient contrôler les océans avec les Britanniques et obliger toutes les transactions commerciales à avoir lieu à travers les océans, donc sous leur contrôle. Alors que la Chine et la Russie ne peuvent se développer que s'ils ont un moyen de transporter leurs biens et les produits qu'ils cherchent à vendre par la voie terrestre. Donc il y a une grande bataille depuis des années pour empêcher la construction des 2 routes de la soie. La route de la soie historique, celle qui va de la Chine jusqu'en Syrie, et qui après permet de traverser la Méditerranée et de vendre des produits en Europe. Alors on a oublié, parce que tout le monde reconstruit l'histoire, mais pendant l'Antiquité, en Europe, on consommait des produits chinois. C'était extrêmement fréquent. La route de la soie, ça a fonctionné pendant des siècles, et puis ça s'est effondré un peu avant la fin de l'Empire romain. La deuxième route de la soie doit passer à travers la Sibérie, et soit par l'Ukraine, soit par la Biélorussie, et arriver dans l'actuelle Union européenne. Et là, comme par hasard, vous avez une guerre en Ukraine. Donc les guerres d'Ukraine et les guerres de Syrie sont indispensables pour mener cette politique d'empêcher le développement de la Russie et de la Chine. C'est la seule vraie raison de ces 2 guerres. Vraiment, c'est la seule. Même s'il y a beaucoup de petites raisons à côté qui ont permis de faire rentrer des gens dans cette guerre, la seule raison qui fait que les États-Unis l'ont continué, c'est ça. Donc, si les États-Unis rentrent dans cette banque d'investissement et participent à la construction de ces routes de la soie, alors il y aura un véritable commerce mondial sur des bases bilatérales et non pas en imposant des règles et des tribunaux à tout le monde. Là, il y aura une paix qui s'installera parce qu'il n'y aura plus de raison de faire la guerre telle qu'on la voit dans le Donbass et en Syrie. Bon. Et c'est pas tout, il fait encore plein d'autres choses, le président Trump. Au plan financier, il a, alors ça on en a parlé dans les médias, ses correspondants aux États-Unis ont eu l'assurance de la part du porte-parole de Donald Trump qu'actuellement se préparait une réforme visant à séparer les banques de dépôt des banques d'investissement. Ça, c'était un très vieux problème. La stabilité du système, non seulement financier mais économique, dépend de ça, en fait. Et dernière chose vraiment d'importance, le président Trump est en train d'envisager de mettre fin
aux Nations Unies, aux forces de maintien de la paix. Alors ça, c'est très, très important. Donc, Nikki Haley, la nouvelle ambassadrice aux Nations Unies, a demandé un audit général de toutes les missions de maintien de la paix. Il y en a dans 16 théâtres d'opération, il y a plus de 100 000 hommes qui sont impliqués là-dedans. Et contrairement à ce que leur nom laisse supposer, ces opérations de maintien de la paix n'ont jamais maintenu la paix nulle part, mais absolument nulle part. Ces opérations n'existent pas dans la Charte des Nations Unies, et elles sont même contraires à l'esprit de la Charte des Nations Unies. Ces opérations, comment dire ? D'abord, la Charte des Nations Unies elle-même, elle prévoit de prévenir et éventuellement de régler des différends entre des États. Jamais des problèmes intra-étatiques, mais des différends entre les États. Donc, au début, quand il y avait un conflit, les Nations Unies essayaient de négocier un cessez-le-feu et on envoyait des observateurs militaires pour vérifier que les deux parties respectaient leur engagement. Voilà. Mais avec le temps, on a dit ça va pas ces choses-là. Ici il y a des conflits, mais les deux parties sont complètement irresponsables. Nous, les grandes puissances, qui avons tant d'expérience et qui sont tellement morales, nous allons rédiger un cessez-le-feu et nous allons vous l'imposer et nous allons envoyer une force de maintien de la paix pour faire respecter le traité que nous avons signé pour vous et dont vous ne voulez pas. Voilà. Alors, deux exemples. Ici, au Proche-Orient, il y a la finule qui est installée pour séparer Israël et le Liban, puisqu'il y a eu plusieurs guerres entre les deux États. Mais cette finule n'est installée que sur le territoire libanais, pas sur le territoire israélien. C'est étrange quand même. Bon. Depuis que cette finule est installée, il y a eu plusieurs guerres entre Israël et le Liban. Et la finule regardait les missiles lui passer au-dessus de la tête. Donc, la présence de cette force de maintien de la paix ne maintient absolument aucune paix. Cette force de maintien de la paix n'a empêché aucune guerre. Mais cette force de maintien de la paix espionne en permanence la résistance libanaise et fait passer de l'information aux Israéliens qui préparent leur prochaine attaque. Voilà. Autre exemple, il y a une autre force de l'ONU à la frontière, ou plutôt à la ligne de démarcation entre Israël et la Syrie, au plateau du Golan. Plateau qui est occupé illégalement par l'État d'Israël depuis 1973. Illégalement aux yeux de l'ONU, de la communauté internationale, pas simplement de moi. Bon. On a mis une force de maintien de la paix, et là, pendant cette guerre, les forces d'Al-Qaïda, l'organisation terroriste que tout le monde condamne, les forces d'Al-Qaïda, soutenues par l'armée israélienne, ont mis à la porte les troupes de l'ONU. Qu'est-ce que ça a changé ? Rien, absolument rien. Rien. Donc à quoi servent ces troupes ? Ça dépense de l'argent, et en fait, ça vient prolonger une situation. Chaque fois qu'il y a ces troupes, on est sûr qu'il n'y aura pas de solution. Et comme il n'y aura pas de solution, les grandes puissances vont pouvoir continuer à imposer ce qu'elles veulent à cet endroit-là. Donc, en remettant en cause ces prétendues forces de maintien de la paix, Donald Trump s'apprête à libérer de nouveaux États, pas simplement les États-Unis. Voilà, donc tout ça pour dire que malgré ce qu'on peut lire dans les journaux, moi je trouve que les premiers pas de Donald Trump en politique sont extrêmement positifs. L'État profond aux États-Unis, c'est une machine gigantesque que
au cours des dernières années, cet État profond s'est étendu en dehors des États-Unis, puisque clairement, cet État profond contrôle l'OTAN aujourd'hui. On le voit à travers cette campagne de presse d'ailleurs, non, contrôle l'OTAN. Alors, c'est Stoltenberg et le général Carpiotti là, qui tiennent le haut du pavé. Ils tiennent aussi la politique étrangère de l'Union européenne avec Federica Mogherini. Il faut savoir pourquoi elle est là, cette dame. Hein. Elle est là parce que elle a fait son sujet de thèse en sciences politiques, c'est l'islam politique. C'est extraordinaire quand même. C'est-à-dire que c'est une spécialiste des frères musulmans. D'accord. Voilà. Mais spécialiste dans le soutien aux frères musulmans. Très proche, j'imagine, voilà. Voilà. Donc, il y a cette dame, et puis, surtout, à l'ONU, le vrai chef de l'ONU, c'est pas le secrétaire général qui prononce des beaux discours et qui coupe des rubans. Le vrai chef, c'est le directeur des affaires politiques. Et c'est monsieur Jeffrey Feltman, l'ancien adjoint de Madame Clinton. Hein. Et ce monsieur, dont la fonction officielle, c'est de négocier la paix, ce monsieur organise lui-même la guerre. Et, par exemple, ici, en Syrie, Monsieur Feltman, qui, je signale, il avait été ambassadeur à Beyrouth et c'est lui qui a organisé l'assassinat de Rafik Hariri. C'est un secret de polichinelle, cette histoire-là. Bon. Monsieur Feltman, ici en Syrie, a fait rédiger un projet de capitulation totale et inconditionnelle de la Syrie, qui est un texte qui n'a pas d'équivalent que je connaisse. C'est pire que les conditions qui ont été imposées au Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que le Japon était coupable et que la Syrie n'a rien fait. Donc voilà, ce sont ces gens-là qui, de l'extérieur des États-Unis, viennent soutenir l'État profond qui est aujourd'hui opposé à la Maison-Blanche. Et non seulement il y a ça, mais il y a des très grandes compagnies qui, alors vous citiez George Soros tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'autres compagnies qui sont dans cette histoire-là. Alors, il y a le fonds d'investissement KKR, par exemple. C'est le fonds d'investissement qui transfère l'argent des Saoudiens sur Daesh. C'est eux qui font ça. Voilà. Vous avez la société Lafarge. Alors en France, on dit Lafarge a accepté de l'argent ou a donné de l'argent à Daesh. C'est complètement ridicule cette histoire-là. Non, Lafarge a construit la ligne de défense souterraine des djihadistes au cours des années 2013-2014. Et c'est une ligne de défense. Nous savons que la quantité de ciment qu'ils ont utilisée, c'est la même que celle que le Deuxième Reich allemand, Wilhelm II, avait utilisé pour construire la ligne Siegfried pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose de gigantesque qui a été construit là. C'est totalement illégal, bien sûr, en droit international. Bon. Vous avez le cas de Caterpillar, qui a fourni ici des... comment ça s'appelle vous savez, c'est ces engins qui servent à creuser le métro. Hein. Ouais. Donc, ils ont amené ça ici, ils ont creusé des tunnels partout. Et en quelques jours, ils creusent un tunnel de plusieurs centaines de mètres. Bon. Alors, ça n'arrive pas ici n'importe comment, faut pas croire. Ou vous avez Toyota qui a fourni des quantités invraisemblables de pick-up pour Daesh. Oui, et vous savez que ce sont des pick-up spéciaux parce que les pick-up normaux de Toyota ne peuvent pas résister à la température ici en été, ni au sable dans le désert. Donc ce sont des modèles spéciaux qui ont été conçus pour l'Arabie Saoudite. Il n'y a qu'un seul importateur de ça, un seul. Voilà. Donc voilà, il y a un seul pour tout le Moyen-Orient.
il y a des grandes sociétés qui sont jusqu'au cou dans le soutien aux guerres impériales qui ont été menées ici. Et ces sociétés, bien sûr, s'opposent à Donald Trump. Mais il y a actuellement des contacts très, assez fructueux entre les autorités syriennes et d'assez nombreux hommes politiques français. Les pages ne sont pas encore tournées. Ouais. Mais ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens se rendent compte que ce qui les empêchait de parler en public est en train de s'effondrer. Donc, ils prennent des risques en s'exprimant maintenant publiquement. Ils pensent, un risque calculé, ils pensent survivre à ce risque-là. Parce que sans quoi, le seul exemple, c'est un type comme moi qui va dire ce qu'il pense, mais le résultat, c'est que voilà, j'ai été obligé de m'enfuir. Bon. Et la vie en exil, ça plaît à assez peu de gens quand même. Hein. Mais quand vous avez vu la primaire de la gauche, tous les candidats de la gauche, y compris un qui est un ancien administrateur de notre association, tous les candidats de la primaire de la gauche ont expliqué que cette guerre était justifiée, que Bachar el-Assad était un assassin, un dictateur, un tortionnaire, etc. Bon. Donc, au Parti socialiste, il n'y a pas ce malaise. Ça n'a pas encore atteint toute la société. Évidemment, il tape beaucoup sur Bachar et on tape beaucoup sur Poutine. Alors Poutine, c'est devenu l'épouvantail. On nous explique que c'est de plus en plus surréaliste. Poutine sera responsable de tout, des élections américaines, de Fillon, de Marine Le Pen. Enfin, c'est super Poutine. Oui. On lui attribue presque des pouvoirs magiques. On nous dit en même temps qu'il faut féliciter des lanceurs d'alerte quand ils révèlent des choses qui sont cachées. Mais on accuse, de manière arbitraire, on accuse la Russie d'avoir révélé des emails du Parti démocrate, et là c'est un crime. J'ai du mal à comprendre cette logique. Ouais. Parce qu'on l'accuse d'avoir influencé la campagne américaine, et on pense, alors beaucoup d'observateurs... On l'accuse d'avoir piraté le serveur du Parti démocrate et d'avoir diffusé des emails absolument effrayants de l'équipe de campagne. Voilà. Alors ça a eu de l'influence sur les électeurs. Ben heureusement que ça a eu de l'influence sur les électeurs. D'autre part, il va falloir qu'on sache quelles sont les intentions des États-Unis vis-à-vis de la Syrie. Parce que s'il y a quelque chose de clair, c'est que l'administration Trump veut détruire l'ensemble des djihadistes. L'administration Trump refuse l'idée qui a été celle de la CIA depuis 1978, et en fait qui a commencé avant, mais qui était l'idée d'utiliser les djihadistes et de les développer, d'en faire finalement des troupes supplétives de l'OTAN pour attaquer l'Union soviétique puis la Russie. Donc ça, c'est sûr que ça va s'arrêter. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour la Syrie? Logiquement, Donald Trump devrait laisser les Syriens décider eux-mêmes. Et dans ce cas, on aurait une paix assez rapide et le maintien de la République. Mais c'est pas sûr, il n'a pas encore pris de décision, en tout cas il n'a pas fait connaître qu'il ait pris une décision là-dessus. Il faudra aussi qu'on arrête le robinet saoudien, parce que ce sont des milliards et des milliards qui se déversent dans cette guerre, certainement provoquant d'ailleurs une crise économique en Arabie Saoudite, qui a beau être un pays très riche, on ne peut pas dépenser tant d'argent en même temps, faire la guerre en Syrie et la guerre au Yémen. Hein. Bon, donc je ne peux pas dire comment les choses vont évoluer et dans combien de temps elles vont évoluer. Mais si Donald Trump arrive à rester au pouvoir, je ne vois pas que cette guerre puisse continuer éternellement.
pourquoi le décret de Donald Trump limitant l'immigration à 7 pays ne concerne-t-il pas l'Arabie Saoudite? Parce qu'il n'y a aucune raison de l'Arabie Saoudite. Parce que personne n'a compris le sens de ce décret. Donc, c'est un scandale de totale mauvaise foi. Ce que le président Trump a décidé, c'est qu'il allait limiter l'immigration et qu'il ne donnerait la carte verte qu'à 50 000 personnes cette année. Bon, très peu, quoi. Et il a donc décidé qu'il allait demander une vérification particulière de tous les gens qui veulent avoir un visa pour aller aux États-Unis, de manière à ce qu'il n'y ait pas des personnes suspectées de terrorisme qui viennent chez lui. C'est logique jusque-là, vous êtes d'accord? Oui, jusqu'à là, tout va bien. Oui. Et mesure de police administrative, que fait-on quand on ne peut pas vérifier l'identité et le cursus des gens? Eh bien, il y a 7 pays sur lesquels on ne peut rien vérifier. Donc, pour ces 7 pays, on suspend toute entrée pendant 3 mois, le temps qu'on trouve un moyen de récupérer des informations sur ces gens-là. Donc, jusque-là, c'est normal. Ouais. Alors, ces 7 pays, c'est une liste qui a été établie. Alors, le décret renvoie à la liste, ce n'est pas le décret qui donne la liste, hein. Cette liste a été établie par l'administration Obama, pas par l'administration Trump. Il s'agit de 7 États dans lesquels on ne sait pas ce qui se passe. Alors, par exemple, ici en Syrie, il n'y a plus d'ambassade et plus de consulat du fait de l'administration Obama. Donc, il n'est pas question pour lui de faire rentrer des Syriens quand il ne peut pas savoir qui sont ces gens-là. Jusque-là, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait cohérent, donc, parce que dans la liste, alors, reprécisons, il y a... Et c'est pas tout. Oui. Il précise dans son décret, bon, ça c'est la règle générale, mais il y aura certainement des cas particuliers, des gens qu'on connaît, et dans ce cas, le département d'État ou le département de la sécurité de la patrie peuvent accorder un visa. Donc, où est le problème? Je ne sais pas. Aux États-Unis, on dit que c'est une mesure contre les musulmans. Mais c'est complètement absurde. La nationalité, ça n'a jamais donné la religion. Donc, alors on dit effectivement, pourquoi prendre la Syrie quand on ne prend pas l'Arabie Saoudite? Mais en Arabie Saoudite, c'est les États-Unis qui gouvernent. Ça ne leur pose pas de problème de savoir qui est là-bas. Ça ne touche que très peu de gens. Ici, des Syriens qui ont obtenu la carte verte l'année dernière aux États-Unis, il y en a 145. Donc, alors, pour les 7 pays, ça fait combien? Je ne sais pas, mais... C'est pas énorme tout ça. C'est pas énorme, ça concerne... Les Américains quand même soutiennent ça. Ils l'ont élu pour ça. Oui, bien sûr. De même qu'ils soutiennent majoritairement sa décision sur le mur avec le Mexique. Tout à fait. Alors là, c'est pareil, c'est un torrent de mauvaise foi quand même. Parce que un mur de séparation, ça ne fonctionne que si les 2 États, des 2 côtés du mur, se mettent d'accord pour que ça soit opérationnel. S'il n'y a qu'un côté qui impose le mur, c'est sûr, ça ne marche pas, parce que l'autre fait rentrer les gens, hein, c'est tout simple à faire. Hein. Bon. Alors, des murs qui fonctionnent bien, il y en a un ici en France, à Calais, qui a été construit par les Français avec l'argent des Britanniques. Ah oui, tout à fait, oui. Et personne s'est mis à hurler « Ah, c'est terrible, il a construit un mur !» Non. Au contraire, on a même vu des camionneurs expliquer que heureusement qu'il y avait le mur, etc. Alors, ce mur a été construit au départ par l'administration de George Bush, c'est le Secure Fence Act. Par l'administration de George Bush, il a été prolongé par l'administration de Barack Obama. Et il s'agit de le terminer. Quand ce mur a été construit au départ, le gouvernement mexicain l'a approuvé. Parce que c'est dans son intérêt aussi, parce que dans un sens, les États-Unis se protègent d'un afflux d'immigrants, mais dans l'autre sens, le Mexique se protège d'un terrible trafic d'armes qui fait des dégâts chez lui.
Donc ces choses-là, ça n'a pas changé. C'est donc toujours dans l'intérêt des deux pays que c'est fait. Même si M. Peña Nieto, là, le président mexicain, dit le contraire. Et d'ailleurs, il sait tellement qu'il est emporté dans ce qu'il dit qu'il a déclaré que peut-être il y aurait une solution si on arrivait à discuter à l'abri des médias. Oui, c'est ça qu'il a dit. Mais actuellement, il y a le mur plus le traité de libre-échange nord-américain, le NAFTA. Or, ce traité a permis aux multinationales installées aux États-Unis de délocaliser des emplois vers le Mexique. Normalement, la délocalisation, c'est un phénomène, une respiration naturelle dans l'économie. Quand on accroît les connaissances des travailleurs, les emplois en dessous de leur qualification sont délocalisés à l'étranger. Bon. Mais là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est la même chose qui s'est passée en Europe. Hein. Mais là, c'est pas du tout ça qui s'est passé, puisque ces multinationales ont délocalisé des emplois qualifiés. L'exemple automobile. Hein. Pourquoi on a fermé des usines à Détroit et qu'on les a installées au Mexique? Il n'y a pas de raison économique en soi. Il y a simplement que les multinationales ont profité du fait qu'on payait moins cher des travailleurs au Mexique qu'aux États-Unis. C'est du dumping social, c'est pas la respiration normale de l'économie, ça. Alors, ça a provoqué un exode rural massif vers ces usines au Mexique. Et quand il y a eu beaucoup de travailleurs qui ont été là, les multinationales ont fait baisser les salaires. La conséquence, c'est que les Mexicains, ayant quitté leur terre, étant venus travailler à la ville et voyant leurs revenus baisser une fois qu'ils sont arrivés là, ben, ils ont cherché à avoir de bons revenus en allant aux États-Unis, c'est tout. Donc, aux États-Unis, il y a 11 millions d'immigrés illégaux, hein, c'est les chiffres officiels. 11 millions d'immigrés illégaux. Sur ces 11 millions, il y en a 800 000 qui sont des criminels ayant fait l'objet déjà de condamnations pénales. Oui, d'accord. Ça fait réfléchir quand même. Hein. Ouais. Oui. Donc, que M. Trump dise « je vais expulser ces 800 000 personnes », ce qu'il a dit dans un discours, il a dit « il y a 800 000 immigrés latino-américains qui sont des criminels qui sont installés chez nous ». Il parle de 800 000 personnes qui ont été condamnées par la justice. Il ne parle pas des immigrés en général. Oui, d'accord. Hein? Il dit « je vais les renvoyer chez eux et je construis un mur pour qu'ils ne reviennent pas ». Franchement, je vois pas ce que ça a de terrible de raconter ça. Alors, pour parler un peu justement de ces manifestations anti-Trump, on me dit, voilà, qui est derrière ces organisations, et en particulier le lien avec, évidemment, le plus connu, George Soros, parce que on sait qu'il est un peu en ligne de mire, il finance derrière, puis il y a Michael Moore aussi, puis d'autres personnalités comme ça, là, qui agitent un peu les foules. Bon, alors... George Soros s'est avéré parce que c'est lui qui a financé la manifestation du 21 janvier par l'intermédiaire d'associations féministes. Ouais. Ce qui a amené le président Trump à signer un décret interdisant à ces associations féministes de bénéficier à la fois des fonds fédéraux et de subventions étrangères. Ouais. Alors, on a dit il est contre l'IVG parce qu'il a signé ça, mais il n'est pas contre l'IVG, il est contre George Soros, c'est pas pareil. Hein. Bon. Donc, ça on a identifié une source de pour financer ces manifestations, mais il y a bien d'autres groupes qui sont en jeu et il y a des forces aux États-Unis même, évidemment, qui sont en jeu. Actuellement, l'ancien président Obama et Mme Clinton mènent des négociations, des tractations à Washington et veulent constituer un shadow government
à Washington pour suivre le travail de M. Trump. Et d'après des documents qui circulent là-bas, il est prévu que éventuellement ce shadow government pourra devenir un gouvernement en exil. Et les gens qui ont accaparé le pouvoir depuis 70 ans ne veulent pas le laisser. Il ne va pas le laisser. Parce que dans son C'est bien, hein, on nous parle de l'alternance. L'alternance entre républicains et démocrates, oui d'accord. Mais c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir, qu'ils soient républicains ou qu'ils soient démocrates. Le meilleur exemple, c'est les néoconservateurs qui changent à chaque élection de camp. Hein. Un jour, ils étaient démocrates. Avec Reagan, ils sont devenus républicains. Ils sont restés républicains avec Bush senior. Ils sont devenus démocrates avec Bill Clinton. Ils sont redevenus républicains avec George Bush le fils. Ils sont redevenus démocrates avec Barack Obama. Vous avez eu même Madame Nuland qui s'est retrouvée l'adjointe de Madame Clinton au secrétariat d'État. Et voilà, bon, ils changent tout le temps de camp. Mais cette fois-ci, c'est eux qui sont mis à la porte. Alors là, cette fois-ci, il n'y a plus d'alternance. Et Donald Trump, il peut craindre un peu pour sa personne, parce que ça, c'est bon, ça a été envisagé, mais que voilà, ses forces se retournent vraiment contre lui pour envisager de l'éliminer carrément. Ou est-ce que c'est une possibilité? Ouais. Dans la presse aux États-Unis, on parle partout d'abord comment on peut faire pour destituer le président Trump. Et certains parlent de comment peut-on faire pour l'assassiner. Il y a même des comptes Facebook qui ont été ouverts où les gens peuvent verser de l'argent pour payer un tueur à gages qui assassine le président Trump. Bon. Ah, d'accord. Oui. Et Facebook ne trouve pas ça terrible, hein. C'est normal, il paraît. Bon. Donc, il y a un vrai souci pour lui. Et c'est pour ça que les 3 premières personnes qu'il a nommées dans son administration, c'est les 3 responsables de la sécurité nationale. Je disais au début, les généraux Flynn, Mattis et Kelly. Et comme ça, il enlève la possibilité. Comme ça, il limite un peu les choses. Mais on n'est jamais protégé. Hein, ça, oui, bien sûr. Quand on a une cible comme ça... Parce que sur le 11 septembre, qu'est-ce qu'on peut... parce que Trump, il peut quoi? Il peut réouvrir une enquête? Il pourrait... Ça serait de la folie. S'il veut se faire assassiner, c'est la première chose qu'il doit faire. Il a condamné les nouvelles colonisations annoncées par Israël aussi. Il a dit que les États-Unis n'étaient pas d'accord. Oui. Il demandait à Israël de cesser. Oui. Bon. Mais le problème d'Israël, c'est pas qu'il grignote demain en rajoutant 5 ou 6 bâtiments dans le territoire palestinien. Le problème d'Israël, c'est que Israël en soi, c'est une colonie. Ouais. Ça n'est pas parce qu'Israël s'est autoproclamé indépendant en 1948. Il n'a pas été reconnu par la communauté internationale comme état indépendant. Il s'est autoproclamé. C'est Ben Gourion qui l'a fait contre l'avis de la plupart des responsables israéliens de l'époque. Donc, le fait qu'il se soit proclamé indépendant, ça ne change pas la nature coloniale de cet État. C'est la même situation que celle de la Rhodésie dans les années 60 ou 70, quand la Rhodésie, qui était une colonie britannique, comme l'était l'État d'Israël, la Rhodésie britannique s'est déclarée indépendante. Ça n'a pas changé que c'était un État colonial. Aujourd'hui, c'est le Zimbabwe. Bon. Mais, alors, actuellement, la principale communauté juive dans le Grand Moyen-Orient, elle est en Iran. En Iran, ouais. Et ils ne se plaignent pas là-bas, hein. Ils ne sont pas malheureux. Et on ne leur demande pas de payer un impôt et tout ça. Hein. Ici, en Syrie, il y avait une importante communauté juive, et c'est l'État d'Israël qui a appelé tous ces juifs à venir en Israël. Bon, ils ont accepté. Hein, et l'État ici
a conservé leur propriété et interdit qu'on y touche parce qu'on attend le retour des Juifs ici. En Syrie, par Oui, exemple. Ah oui. oui. On D'accord. attend, ils sont toujours citoyens syriens, même s'ils sont partis là-bas en Israël. Et on garde leurs affaires et on interdit d'y toucher. C'est pour eux. Moi, je pense que l'époque a évolué, que la population israélienne n'est plus celle qu'elle était au départ. Au départ, c'était des gens qui venaient coloniser une terre dans l'esprit de la colonisation du 19e siècle, même si ça s'est passé à la moitié du 20e, mais c'était le même esprit colonial. On n'avait pas encore décolonisé le monde, ça n'est arrivé qu'après la décolonisation. Hein. Nous, la France, on a conservé l'Algérie coloniale jusqu'en 63. 60, ouais, 62, ouais, 62. Donc, l'État, la logique coloniale de cette époque-là, elle n'a pas pu être conservée jusqu'à maintenant. La plupart des gens qui habitent aujourd'hui en Israël sont nés en Israël. Ils sont nés là-bas. Donc, il n'est pas question de les mettre dehors. Il n'y a pas de dehors où ils puissent aller. Ce sont des gens qui appartiennent à cette terre. Et ça, je pense, ça fait évoluer le discours politique. Alors, je sais bien que, pour toutes sortes de raisons, l'actuel gouvernement, celui de M. Netanyahou, continue à tenir un discours complètement abracadabrantesque, là, se réclame d'un rabbin qui prétend vouloir assurer la suprématie juive et tout ça, mais ce gouvernement, même s'il donne un sentiment de sécurité aux Israéliens, ne les représente pas.